If the whole world went organic, in 10 years, we could reverse climate change. Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Ce nouvel épisode est le fruit d'une discussion enregistrée avec Sandrine Rousseau lors de notre marché de Noël écoféministe. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que vous nous expliquez ce que c'est que l'androcène ? L'androcène, c'est le mixte des dominations. C'est le fait que le patriarcat est à la source d'une organisation sociétale qui fait qu'on a tout transformé en des objets utiles à la croissance économique et au capitalisme et à l'enrichissement de quelques-uns. Et en fait, il y a plein de mots pour décrire ça. C'est l'anthropocène, c'est le capitalocène, etc. Mais tous ces mots-là évitent soigneusement la question des rapports de domination. Et l'hypothèse que l'on pose dans ce livre, c'est qu'il n'y aurait pas de capitalisme, il n'y aurait pas de croissance, mais il n'y aurait pas non plus de crise écologique et de crise sociale si, à la base de ça, il n'y avait pas une organisation sociale de domination qui permet et légitime les violences vis-à-vis des femmes, les violences vis-à-vis des personnes racisées, mais aussi les violences vis-à-vis de la nature. Et qu'en fait, c'est ce système de violence que l'on nomme aujourd'hui richesse et que l'on doit détruire. Vous dites que ce texte est une main tendue, une réflexion pour s'orienter dans les temps troublés que nous connaissons. Est-ce que vous pouvez nous parler de la visée, de l'objectif de cet ouvrage court ? On a voulu ce livre comme une espèce de manifeste qui, quand on le repose, donne une compréhension du système dans lequel on est actuellement, mais donne aussi envie de se lever, de bouger et de renverser la table et de dire ça suffit, de désobéir massivement parce que on est toutes les trois très persuadées du fait que la sortie du système social dans lequel on est, de cette société de consommation, ne se fera que par la désobéissance massive, générale, aux concepts qui sont mis en avant, qui sont la richesse, la croissance, le pouvoir d'achat, enfin tous ces mots-là. Et qu'en fait, la désobéissance, c'est aussi une énergie d'enthousiasme, une énergie de libération, d'émancipation, et qu'en fait c'est cette désobéissance qui doit devenir politique, et donc c'est un précis de désobéissance en fait, au patriarcat et à la société de consommation. N'hésitez pas à l'offrir à toutes les personnes qui doivent changer leur vision. Bien trop nombreux. À Noël, à mon avis, dans les tables, vous en aurez quelques-uns. Si vous voulez créer le débat, je pense que c'est pas mal. Vous donnez différentes pistes, je crois 5 pistes, pour lutter contre l'androcène dans cet ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques-unes de ces pistes ? On a tracé ça comme un chemin, sur la base de ce que font les Incas, avec un chemin pour avancer. Donc au départ, il y a le fait de reconnaître, le fait d'entendre la souffrance, d'entendre l'extraction, la pollution, la destruction, et d'entendre ça comme c'est. Aussi dur cela soit-il de l'entendre et de le regarder en face, il nous faut le regarder en face pour passer à une seconde étape qui consiste à reconnaître les responsabilités, parce que nous ne sommes pas tous et toutes égaux devant la destruction de la planète et l'appauvrissement d'une partie des personnes. Et donc, en fait, ce système de domination, on n'est pas tous responsables. Je rappelle que je crois que c'est les 50 hommes les plus riches du monde possèdent autant que toutes les femmes d'Afrique, par exemple. Donc, ça n'est pas vrai que la crise écologique est juste une crise comme ça qui est immanente. C'est une crise de domination. En fait, la crise écologique est une crise de domination. Donc, reconnaître les responsabilités, c'est avancer. Après, il nous faut trouver la voie de la réconciliation. Et pour cela, il faut poser les responsabilités, mais il faut aussi trouver des moyens. Un peu sans doute comme l'ont fait des pays qui ont connu des régimes extrêmement totalitaires, type l'Afrique du Sud avec l'apartheid, etc. Il y a un travail à faire sur comment on se réconcilie, parce que moi par exemple, je suis pas complètement prête aujourd'hui à me réconcilier avec Elon Musk, vous voyez. Enfin, je pense que vu ce qu'il fait, donc il y a une reconnaissance de responsabilité, il y a une justice, puis à un moment donné, il y aura le moment de la conciliation, et puis après, la dernière étape, c'est l'avant-dernière étape, c'est la désobéissance, c'est-à-dire qu'on affirme la désobéissance comme un projet politique. Et l'ultime étape, c'est de construire une utopie ensemble, c'est-à-dire de se mettre ensemble et de choisir ensemble la société que l'on veut. Parce qu'il y a aussi quelque chose
qui est très intrinsèque au capitalisme, qui est qu'on a des hommes, quand même, hein, pour l'essentiel, qui nous expliquent à la télé avec un ton extrêmement savant, une cravate et un costume, qu'ils savent comment faire. Eh bien, ça n'est pas vrai aujourd'hui, vu l'ampleur de la crise, qu'elle soit écologique ou sociale. Personne ne sait comment faire. Il n'y a pas 1 cm² de notre planète qui n'est pas pollué. Donc la seule solution, ce sera une solution qu'on trouvera ensemble et sur laquelle nous serons d'accord. C'est une solution de sobriété, de partage et non pas d'accumulation et de destruction. Et ça, en fait, ça ne passe que par un mouvement social extrêmement fort. Donc c'est ça aussi l'utopie que l'on a à créer, c'est quelle société nous voulons. Et je ne suis pas sûre en plus qu'il n'y ait qu'une seule société. Il y aura sans doute plein de sociétés que nous voulons. Et c'est aussi ça l'espoir. Peu de générations sont dans des moments historiques comme ça où on a la possibilité de créer quelque chose en temps de paix, de quelque chose d'enthousiasmant qui a du sens. Et ben c'est le chemin qu'on vous propose dans ce livre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'utopie à laquelle vous aspirez? Je sais que la co-autrice, Madame Roudot, a beaucoup travaillé aussi sur les utopies. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce monde fabuleux pour qu'on puisse rêver L'utopie, par essence, elle doit être imaginée et créée, donc elle n'est pas encore formalisée. Mais l'idée, c'est qu'on travaille à une société qui a du sens et où chacun a sa place dans cette société. Une société évidemment d'égalité, une société évidemment sans domination, mais aussi une société sans prédation. Donc ça veut dire que oui, on a moins de ressources, on utilise moins de ressources, mais on les utilise bien et on les partage. Ça veut dire qu'on s'appuie sur les compétences de chacun et chacune. Ça veut dire qu'on imagine une société avec une démocratie qui ne soit pas une démocratie centralisée comme on l'a actuellement, où un chef d'État décide de tout. En fait, c'est une utopie. Moi, je pense qu'il faut vraiment beaucoup retourner vers les utopistes socialistes du 19e siècle qui avaient travaillé des sociétés un peu comme ça. Et c'est des sociétés où on renverse complètement les systèmes de valeurs que l'on a actuellement. C'est une société du juste nécessaire et pas du superflu. C'est une société de l'essentiel, c'est une société de la reconnaissance des compétences, c'est une société d'égalité. Et en fait, moi, j'ai envie de la construire, cette société-là. Et aujourd'hui, je n'ai plus du tout envie de participer au système qui nous envoie dans le mur. Donc voilà, j'espère que ce livre vous donnera aussi envie d'y réfléchir. On n'a pas toutes les solutions. En tous les cas, il y a une lumière au bout du tunnel. Et ça n'est pas un camion qui vient en face, c'est juste nos utopies réalisées. Merci beaucoup, en effet, ça fait rêver. J'aimerais revenir sur une phrase qui m'a beaucoup bouleversée. Vous indiquez en effet qu'on a besoin d'une révolution. Je pense que MeToo contribue à cette révolution. On va bientôt fêter les 5 ans de MeToo. On en parle toujours autant et c'est génial. Il y a d'ailleurs le film She Said qui vient de sortir sur le sujet. Et vous écrivez, en parlant de ces mouvements, les médias ont appelé libération de la parole, ce qui est en réalité une révolution de l'écoute. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le sens de ce propos ? Il est tout simple, c'est qu'on a crié tellement fort qu'ils ont été obligés de nous écouter, un petit peu quand même. Alors ils ne nous écoutent pas encore beaucoup, hein. Je ne vais pas revenir sur l'actualité récente, c'est pas complètement simple. Mais il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer. Et pour moi, dans le monde politique, là, on est à un carrefour extrêmement important. C'est soit on se lève toutes pour dire qu'il est inadmissible d'avoir des violences conjugales et d'avoir des représentants du peuple qui sont condamnés pour ces violences conjugales. Et dans ces cas-là, je pense qu'on passe un cap dans le combat féministe. Soit on laisse la part sombre gagner, j'ai envie de dire, la part masculiniste. Et là, on s'en prend pour 10 ans. Donc en fait, j'ai envie de vous dire, c'est pas la parole d'une telle ou d'une telle, c'est vraiment... qu'il devienne impossible d'être condamné pour violence sur les femmes et d'être à l'Assemblée nationale, en fait. Est-ce qu'il y a des exemples de succès ou de réussite de combats qui ont fonctionné que vous voulez nous partager ? Ce lieu, par exemple, est un des succès au combat et aux utopies. C'est un lieu d'utopie, c'est un lieu d'imagination. Il y a plein d'endroits. Et moi qui ai fait pas mal le tour de France pour les différentes campagnes, j'ai été très, très impressionnée
par une société qui s'invente par le terrain, par les citoyens et citoyennes partout en France. Vous avez des ZAD, des zones à défendre, mais vous avez aussi des éco-villages, vous avez des initiatives ici ou là, vous avez de la solidarité un peu partout. Et en fait, ce monde de désobéissance, il est en train de se créer, un peu contraint et forcé, parce que les gens n'ont pas forcément l'argent suffisant pour aller acheter dans la société marchande, mais il y a un réseau de solidarité absolument énorme et l'enjeu politique, je pense maintenant, c'est d'unir ces gens, de percevoir le fait que ça n'est pas en restant chacun dans son domaine qu'on va véritablement réussir à renverser la table, mais que chacun, parce qu'on a créé quelque chose, si on se met ensemble et si on se met à danser ensemble, alors on peut faire vibrer tellement le sol qu'en fait les constructions patriarcales, capitalistes, etc. s'effondrent. Et c'est ça en tous les cas que moi j'essaye de faire dans mon analyse politique et dans ma stratégie politique, c'est de dire faisons vibrer tous ces mouvements sociaux ensemble, que ce soit l'antiracisme, le féminisme, l'anticapitalisme, les mouvements sociaux, mais que ce soit aussi la MAP du coin ou la recyclerie, ou toutes ces initiatives vibreront ensemble. Et le jour où on danse du même pas, je vous promets vraiment que les vibrations seront telles que quelque chose s'effondrera. Ouais. Et d'ailleurs, j'espère qu'on vibrera ensemble le 8 mars, comme l'ont proposé nous toutes juste avant. Vous parlez beaucoup de radicalité dans cet ouvrage, et c'est un terme qui est souvent associé avec votre action que vous revendiquez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et en quoi il est nécessaire ? Je vais être très directe, mais un discours aujourd'hui qui ne soit pas radical est un discours de maintien du système tel qu'il est. Et en fait, la fiction qui est aujourd'hui présentée aux gens, c'est de dire ne vous inquiétez pas, bonnes gens, on va juste changer le moteur de votre voiture, on va juste changer la fenêtre de votre maison et vous allez voir, tout va bien aller. Et notre job à nous, c'est de dire mais non, ça n'est pas ça qui va résoudre la crise et ça n'est pas ça qui nous donnera de la dignité. Ce qui nous donnera de la dignité, c'est de nous donner à chacun et chacune une place égale et une voix dans la définition de la société à laquelle nous aspirons. Et donc c'est vraiment cet enjeu-là qu'il nous faut mener. Et ça n'est pas vrai que l'avenir tiendra à de nouvelles technologies et à de l'innovation. J'ai envie de vous dire que même si on a arrêté le progrès technique ici, eh bien on aurait déjà tout à fait de quoi vivre dignement et de manière sobre et partagée. Évidemment, on aura toujours besoin d'un peu de progrès ici ou là, mais en fait, fondamentalement, nous avons les bases aujourd'hui pour créer une société différente, et s'en remettre à une technologie, c'est toujours s'en remettre à demain, et c'est ne jamais rien faire en réalité. Alors, je me suis permise de rêver, vous nous avez parlé d'utopie, et vous parlez dans ce livre de lobby de l'androcène, donc qui perpétue le système. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer des anti-lobbies, ou en tout cas des lobbies écolos et féministes pour lutter contre ces lobbies de l'androcène? Moi, c'est pour ça que je me revendique de l'écoféminisme, même si voilà, c'est un peu présomptueux parce qu'il y a plein de manières d'être écoféministe, que c'est un mouvement qui naît de partout dans le monde, et voilà. Mais ce que j'aime beaucoup dans l'écoféminisme, c'est que ces femmes ont et continuent partout dans le monde à inventer une autre manière de faire politique, à inventer une autre manière de contester, de désobéir, une manière joyeuse, une manière qui utilise les corps, qui utilise la sensibilité, qui revendique la sensibilité au monde. Et je crois que nous crevons de ne plus être sensibles à l'état de la nature ou au malheur d'autrui ou à la situation d'autrui. Et en fait, cette sensibilité-là qui nous tient aux tripes et qui parfois nous fait du mal, mais que très souvent on est obligé de mettre de côté pour supporter le mode de vie dans lequel nous sommes, eh bien en fait, c'est retrouver cette sensibilité-là, c'est se réaligner
Et c'est trouver l'énergie aussi pour changer le monde. Et c'est en cela que moi j'aime beaucoup les combats écoféministes, parce que précisément elles assument cette sensibilité, elles la revendiquent comme une force politique et elles l'utilisent pour changer les codes de la politique. Et vraiment aujourd'hui on en a besoin. On espère d'ailleurs que vous restez avec nous pour danser ce soir. On a invité 3 DJ féministes du Vénus Club pour vibrer avec nous et faire changer les codes de manière joyeuse, festive et inclusive. J'ai une question qui est d'ailleurs très liée à l'organisation de cet événement. Quand on a réfléchi à quels étaient nos objectifs et pourquoi on considérerait que cet événement est réussi ou non, alors il y avait une question d'affluence, mais il y avait aussi une question de représentativité. On voulait qu'il n'y ait pas que des femmes. Et en regardant cette salle, je suis assez heureuse de voir qu'il y a aussi des hommes. Et donc ma question est assez simple. Est-ce qu'on doit compter sur les hommes pour faire la révolution à nos côtés? Pardon, c'est pas une question piège. Donc à gauche, il y a non et à droite, il y a oui. Alors moi, je pense que oui, il nous faut des hommes, mais pas des hommes qui se disent féministes, mais des hommes qui se disent alliés du féminisme. Des hommes qui comprennent qu'il y a une responsabilité et que quand on dit ça, c'est pas lui en tant qu'homme, mais c'est le système de domination dans lequel on est, et que ne pas dénoncer ce système de domination, c'est en être responsable et c'est être connivant avec ce système de domination. Et moi, j'en ai ras-le-bol du truc de not all men, pas tous les hommes, non, pas tous les hommes. Mais à un moment donné, s'il y a 0,7% des viols qui sont condamnés, c'est qu'il y a un système d'impunité qui profite aux hommes. Et que ça, il faut le poser. Et que moi, je ne ferai pas de politique avec des gens qui ne reconnaissent pas ça. C'est-à-dire, je veux bien et j'accueille les hommes et on a besoin des hommes, mais il faut reconnaître ça. Et il faut reconnaître que 0,7% de condamnation des viols, c'est un scandale social inouï et que ça participe du fait que l'on dispose du corps des femmes comme on dispose de la nature pour une jouissance immédiate, personnelle, sans aucune considération des conséquences que cela peut avoir sur autrui, et que ce système-là est fini, que ce soit sur les humains ou sur les non-humains. Nous ne pouvons pas avoir une société de service qui repose sur les personnes immigrées et sur les personnes de couleur. Nous ne pouvons pas utiliser les corps des femmes pour une jouissance immédiate et une domination immédiate. Nous ne pouvons pas détruire la nature pour avoir un énième objet en plastique à mettre sur une étagère. Tout cela est terminé. Je pense que vous avez tout autant de questions que moi. Il y a beaucoup d'idées dans ce livre, bien qu'il soit court. Il est très dense. Donc je vous propose plutôt que vous posiez vos questions. Qu'est-ce que le superflu et le nécessaire pour vous? Alors, la différence entre le superflu et le nécessaire, c'est à nous de le déterminer. Et en fait, c'est ça aussi le projet de société, le projet démocratique. C'est là, aujourd'hui, la seule question que nous devrions nous poser, c'est qu'est-ce que nous voulons garder et de quoi sommes-nous capables de nous séparer? Qu'est-ce qu'on veut absolument garder? On veut garder la santé, on veut garder l'éducation, on veut garder la culture, on veut garder le lien, on veut garder les mobilités, quand elles sont douces. Mais est-ce qu'on veut garder la fast fashion? Est-ce qu'on veut garder les satellites qui vont couvrir le ciel de telle sorte qu'on ne verra plus les étoiles? Est-ce qu'on veut garder ça en fait? Et pour moi, c'est vraiment la question du moment. C'est qu'est-ce qui est indispensable? Qu'est-ce qu'on veut garder parce que ça a du sens? Et de quoi on veut se séparer? Et en fonction de la réponse à cette question qui doit être collective, eh bien, nous orientons tout le système de financement public et finalement tout notre travail, toute notre énergie sur ce qui est indispensable. Et c'est cela qui n'est pas fait aujourd'hui dans le débat politique. On parle de choses en mettant à la même hauteur un satellite pour diminuer la quantité de pesticides dans les champs et l'agriculture biologique. Et non, c'est pas la même chose. En fait, on dépend tous et toutes des vers de terre, par exemple. Donc le ver de terre, ça fait partie de l'essentiel. Il faut absolument aujourd'hui garder les vers de terre. Par contre, les satellites, bah pardon, mais on n'en a rien à péter en fait. Donc voilà. En fait,
faudra réfléchir à une nouvelle métrique, parce que notre métrique, qui est toujours de maximiser le PIB, on s'est mis dans cette optique. Et donc, le PIB, c'est le seul indicateur économique aujourd'hui qui permet de prendre des décisions économiques. Et en fait, c'est un indicateur qui ne dit absolument rien de la qualité de ce que l'on fait, du bonheur, du partage, des niveaux d'inégalité, etc. Donc évidemment, il faut changer la métrique. Mais en fait, il faut changer tous les mots de... Pardon, je termine juste là-dessus. Il faut changer tous les mots de l'androcène. Moi, j'ai assisté à l'Assemblée nationale à un débat sur le pouvoir d'achat, par exemple. Mais ce mot pouvoir d'achat n'a aucun sens. Ça veut dire qu'on a le pouvoir quand on achète. Et en plus, on parle de pouvoir d'achat pour des gens précisément qui n'ont pas le pouvoir d'acheter. Donc en fait, on renvoie à une impuissance le fait de ne pas pouvoir acheter, alors que c'est une organisation sociale qui fait que les personnes n'ont pas de quoi acheter le nécessaire. Et donc ce terme pouvoir d'achat fait partie de ces mots mensonges de l'androcène. Et donc c'est tout notre vocabulaire, tout notre imaginaire et toute notre manière d'être en fait qu'il nous faut changer. Bonjour encore. Merci beaucoup pour ces mots qui sont très motivants, dynamiques et qui nous font tous réagir. Ça fait du bien de voir qu'on a un collectif comme ça, ça réchauffe les cœurs. Et j'avais une question sur le mot désobéissance que je trouve vraiment top. Et je voulais savoir comment nous au quotidien on pouvait justement désobéir, montrer un petit peu la rage un peu intérieure qu'on a sans braquer peut-être les personnes autour de nous. Avoir une communication tout en montrant nos points de vue. La réponse à cette question, elle n'est pas facile, mais déjà en ne participant plus et en n'acceptant plus. Mais ça, même moi, j'ai fait un chemin là-dessus parce que pendant longtemps, j'ai accepté des choses qui étaient inacceptables en fait. Et je vais répondre à votre question comme ça, et en vous parlant de mon expérience personnelle, c'est que j'ai arrêté de participer à quelque chose qui finalement nous mettait en danger de plein de manières. Enfin, arrêter, pas de manière parfaite, parce qu'évidemment, on reste dans cette société, mais en tous les cas, j'essaye de ne pas être connivente avec ce système et avec les personnes qui le tiennent. Et je me suis donné de la force, déjà en sachant qu'on était nombreux et nombreuses, mais en plus en me disant que c'était consciemment de la désobéissance. C'est-à-dire, c'est pas juste que pour moi c'est insupportable, c'est pas juste que j'ai plus envie d'entendre ça, c'est j'assume, et c'est un geste politique que de désobéir par exemple au patriarcat. Oui, je ne me soumettrai pas à ces codes. Quand bien même c'est violent le moment où on ne se soumet pas à ces codes, eh bien c'est un acte politique. Et moi je trouve qu'on a aussi beaucoup à aller chercher dans le mouvement des droits civiques, dans le mouvement de décolonisation lancé par Gandhi par exemple, qui était dans des désobéissances pacifistes et où les gestes individuels avaient autant d'importance que le collectif que ça créait à la fin. Gandhi, il dit, on va utiliser le rouet, donc le matériel à tisser, et on n'achètera plus de draps parce que les draps viennent des moutons d'Angleterre. Et en fait, tisser soi-même son tissu, eh bien, ça a permis finalement de décoloniser l'Inde de manière non violente. Quand Rosa Parks refuse de se mettre sur un siège qui lui est assigné, en fait, c'est une désobéissance individuelle, mais qui résonne de manière collective. Et je crois que c'est ça qu'on a inventé là dans le moment. C'est une désobéissance écologiste, féministe, antiraciste. J'ai pas toutes les solutions, sinon sans doute on aurait déjà gagné si elles étaient si évidentes. Mais en tous les cas, je crois que c'est vraiment l'axe sur lequel il nous faut réfléchir. Quel est l'acte de désobéissance qui peut, à un moment donné, faire basculer des choses? Moi, par exemple, j'ai dénoncé l'affaire Baupin avec Annie Lameur, Hélène Debost et Isabelle Attard en 2016, avant MeToo. Mais je pense qu'à ce moment-là, on a fait un acte de désobéissance au patriarcat. C'est-à-dire qu'on a dit que dans un parti, il n'était pas possible d'être agressé ou harcelé par un des membres de ce parti. Les partis politiques ne sont pas parfaits, on le voit tous les jours, mais ce sont ces désobéissances-là qui, à la fin, créent un système. Merci. Je me demandais, dans votre utopie, quelle est votre vision de la justice, du système judiciaire ?
En tous les cas, là, la justice actuellement, et je pense que ça va faire partie des buzz qui vont peut-être sortir de cette intervention, mais la justice est quand même une justice qui sert les dominants aujourd'hui. Que l'on ne nous raconte pas que tout le monde est égal ou égaux devant la justice, ça n'est pas vrai. Ça n'est clairement pas vrai. Donc la justice dans un monde, dans les utopies que nous pourrions construire, c'est déjà une justice qui ne soit pas une justice de dominants. Et donc, ça nécessite aussi de revoir la justice, non pas comme un lieu de sachants dont tout le vocabulaire, par exemple, est inaccessible à bien des citoyens et citoyennes, et de faire en sorte que la justice se rende en clairvoyance, en transparence, et avec aussi des contre-pouvoirs en interne à la justice qui permettent véritablement d'avoir un équilibre dans les décisions qui sont menées et qui sont portées. Aujourd'hui, je pense que vraiment la justice telle qu'on la connaît, et je crois qu'on peut le dire aussi clairement que cela, est une justice de l'androcène, est une justice patriarcale. Vous avez parlé tout à l'heure de l'impunité des agresseurs en politique. Comment on peut faire concrètement pour obliger les partis à prendre leurs responsabilités, surtout quand c'est des partis qui se disent féministes, des partis par exemple qui ont signé l'appel à la manifestation Nous Toutes. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour les obliger à arrêter de perpétuer l'impunité dans leur parti ? Déjà venir en masse dans les partis, je pense que parce que je sais qu'il y a beaucoup de défiance vis-à-vis des partis, mais en fait les partis ne sont que des coquilles à l'intérieur desquelles il y a des gens, et plus nous serons nombreux et nombreuses à l'intérieur des partis politiques à lutter pour le droit des femmes et à lutter pour une écologie radicale, plus nous aurons des chances d'obtenir les choses. Et puis je pense qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de la honte, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que les dirigeants politiques qui organisent l'impunité aient honte de le faire et doivent rendre des comptes de cette impunité. Et aujourd'hui, on est dans ce basculement-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aucun dirigeant politique n'a véritablement été interrogé ou contraint de s'expliquer sur une politique de lutte contre les violences à l'intérieur de son parti. Eh bien, c'est ça qui est en train de changer. Aujourd'hui, avec les affaires qui sont dans l'actualité, on demande finalement aux responsables de ces partis politiques pourquoi ils organisent l'impunité. Eh bien, il faut mettre le coup de pression qui fasse basculer le truc. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, merci beaucoup pour votre intervention. Juste par rapport à ce que vous avez dit, notamment par rapport à Gandhi et tout ça, il me semble que quand même là, on est à un moment d'urgence climatique où ces propositions-là sont des propositions lentes sur le temps. Et il me semble qu'en termes d'urgence climatique, on a besoin d'accélération. Et sur notamment des actions de désobéissance, il me semble qu'on aurait peut-être besoin de radicalité, donc de mouvements un peu forts, durs, pour amorcer quelque chose. Et du coup, voilà, moi sur Gandhi, je suis d'accord sur la philosophie, mais sur l'urgence, moi je pense qu'on n'est plus dans ce temps-là. Oui, alors, bon déjà ça a quand même été assez rapide, mais oui, je suis d'accord, on n'a pas le temps. Et c'est ça la difficulté de l'exercice, c'est que vraiment on n'a pas le temps. Là, dans les mois qui viennent, il faut qu'on trouve la solution. Mais quelque part, on peut avoir une désobéissance civile, pacifique, radicale et qui change radicalement et rapidement le monde, en fait. Le truc, c'est que, quelque part, c'est à inventer. Donc, ce qui nous manque aujourd'hui, je pense, c'est le lieu de la convergence de ces mouvements, de ces luttes, de ces colères, de ces sensibilités. Et ça, je pense qu'il va falloir qu'on y travaille, vraiment. Et urgemment. Et les puissants ne nous laisseront pas faire, mais il va falloir... Ah oui, alors ça c'est un truc très important, c'est que moi je pense que, je vais le dire de manière pas agréable, mais il y a une manière d'être dans la lutte, notamment écologique, qui est une manière où on n'a pas d'adversaire, où tout le monde peut s'aimer et où à la fin... le chasseur et le lapin s'en vont avec un cœur sur la tête, etc. Bon, moi ça, je pense qu'à un moment donné, il faut assumer qu'on a des adversaires.
Et oui, on a des adversaires et quelque part, c'est pas grave, au contraire, tant mieux. Ça veut dire qu'on sait pourquoi on lutte et que assumer cette adversité, assumer le conflit, c'est aussi assumer la transformation de la société en profondeur en fait. Donc n'ayons pas peur d'avoir des adversaires, n'ayons pas peur de ces adversaires et unissons-nous pour les affronter. On a encore le temps pour 2 petites questions. En attendant la question, il y a un truc dont on n'a pas parlé et qui est très présent dans le livre et qui me tient beaucoup à cœur. C'est la question de remettre des émotions dans la politique. Parce qu'en fait, la politique raisonnable, celle qui est jugée raisonnable, est une politique qui est une politique gestionnaire, en fait, où on manie des chiffres, où on manie des tableaux, où on manie des stratégies, mais plus d'émotions. Et en fait, on a laissé l'émotion dans le champ politique à l'extrême droite, et c'est la pire des émotions, c'est la haine. Et je crois que nous avons aussi un chemin et un projet politique qui consiste à remettre nos émotions à nous dans le débat politique. Et oui, être en colère, oui, être joyeux et joyeuse, oui, être sensible, être en empathie, être content, toutes ces émotions-là, pleurer, sont des émotions politiques. Et en fait, ça on le dit aussi dans le livre, c'est qu'on ne donnera de la chair et de la substance à la politique, de l'épaisseur à la politique, que si elle est remplie des émotions que nous avons tous et toutes. Et donc c'est une forme de réhabilitation aussi des émotions dans le débat public. Justement, vous parlez des émotions et pourtant que la politique se base sur des tableaux, des stratégies, etc. Et ça me fait réagir parce que des milliers de scientifiques alertent et c'est très rationnel, la science. Et donc, comment on fait émotion versus rationalité de la science et une certaine défiance qu'on peut voir aujourd'hui par rapport à des constats scientifiques qui sont juste des constats ? Ben en fait, ça, on le dit aussi un peu dans le livre. Alors, je vais faire un petit retour en arrière, mais au XVIe, XVIIe siècle, il y a eu un tournant dans l'humanité et dans la partie occidentale de l'humanité qui a consisté à séparer nature et culture. C'est-à-dire qu'on a dit que le civilisé était du côté de la culture, donc de la technique, de la science, et on a remisé du côté de la nature les femmes, les personnes racisées, enfin les personnes indigènes, les autochtones, les personnes des pays qui étaient colonisés, etc. Et on a aussi remisé du côté de la nature, évidemment, les animaux, les ressources, etc. Et donc, cette séparation du monde entre la culture et la nature, ça a permis de légitimer le pouvoir de quelques-uns qui possédaient la technique sur tous les autres qui étaient jugés soumis à leurs émotions. C'est-à-dire que les femmes étaient soumises à leurs émotions, les personnes des pays colonisés, les esclaves étaient soumis à leurs émotions. Et la nature, les animaux étaient aussi du côté d'une irrationalité, d'un instinct, mais pas du tout d'une organisation, d'une intelligence, etc. Et donc, j'ai oublié du coup votre question, mais cette technique-là, c'est pour ça qu'il faut avoir un regard critique sur la technique, non pas qu'il ne faille pas en avoir, mais il faut avoir un regard technique. Et je me souviens maintenant que vous parliez de la rationalité. Et donc la rationalité, ça a été un moyen des dominants de nous interdire de ressentir ou de transformer nos ressentis en des maladies. Moi, j'ai toujours été épatée par le nombre de femmes qui légitimement ont une colère contre les violences qu'elles ont subies. Et le nom que donne la société à cette colère, ce sont des noms de maladies. C'est la bipolarité, c'est la dépression. Et en fait, non, c'est une colère au départ. Et cette colère, elle est légitime. Et en fait, la rationalité, c'est quelque chose qui nous interdit de ressentir et d'exprimer nos émotions. Alors oui, il nous faut le GIEC et il nous faut des rapports scientifiques, mais il nous faut aussi exprimer la colère, faute de quoi les rapports scientifiques restent dans les placards. Et c'est ce qui se passe actuellement. Une dernière question par là-bas.
Bonsoir. En fait, c'est plus pour parler au nom des personnes, des femmes en situation de handicap. Quand elles sont bipolaires ou schizophrènes ou parano, elles ne sont pas reconnues par la justice et c'est toujours classé sans suite. Oui, c'est une manière de conforter et d'entretenir la domination que de mettre des mots de maladie sur des émotions et de renvoyer ces maladies à un statut inférieur dans la société. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et c'est cela qu'il nous faut changer. Et c'est ça une société inclusive, c'est une société où chacun et chacune a sa place et où il n'y a pas de minoration de la personne en raison de ce qu'elle est. Mille merci d'être parmi nous aujourd'hui. J'espère que vous repartez comme moi, plein d'espoir et d'énergie. Merci beaucoup. Et Sandrine va pouvoir dédicacer son livre dans le corner juste là-bas. Donc s'il vous reste encore des cadeaux à acheter, n'hésitez pas pour Noël ou pour la suite, ce sera très utile. Et si vous avez des tontons un peu pénibles à table, offrez-leur. Voilà. If the whole world went organic, in 10 years, we could reverse climate change. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Oui, mais est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose ?